Grace Mitchell entra dans le restaurant trempée de la tête aux pieds. Elle avait exactement 10 minutes de retard. Elle n'eut même pas le temps de reprendre son souffle avant d'être licenciée sur le champ, devant des dizaines de clients qui, stupéfaits, observaient la scène en silence. Personne ne dit mot. Personne n'osa intervenir. Et Grace ignorait que l'inconnu qu'elle avait aidé sous la pluie battante la veille était également présent. Il était assis tranquillement dans un coin, derrière un journal, observant sans un mot chaque mot cruel qui lui était adressé. Grace ne savait pas non plus qu'à ce moment précis, de l'autre côté de la ville, le petit-fils de cet homme, l'un des hommes les plus puissants et les plus dangereux de Chicago, recevait un appel téléphonique de son grand-père. À l'instant même où Luca Grayson franchissait les portes du Rosewood Diner, toutes les insultes que le gérant avait lancées à Grace reviendraient le hanter pour le reste de sa vie. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Ces moments qui semblaient insignifiants et qui pourtant ont fini par changer à jamais la vie de 3 personnes. Que s'est-il donc passé exactement cette nuit pluvieuse? Et pourquoi cela a-t-il conduit Grace à ce moment fatidique? La tempête cette nuit-là était violente, impitoyable. Des gouttes de pluie lourdes comme des marteaux s'abattaient sur le pare-brise d'une vieille Honda Civic de 2008. Grace Mitchell agrippait le volant, ses yeux verts rougis par la fatigue. Les manches de son uniforme de travail étaient encore humides de l'eau de vaisselle de son service du soir. Les essuie-glaces tournaient à plein régime, grinçant en signe de protestation, et même ainsi, il ne lui offrait qu'une visibilité de quelques mètres devant elle. Il était 23 heures. Le restaurant Rosewood avait fermé tard ce soir-là, car un groupe d'employés de bureau avait organisé une fête d'adieu pour un collègue. Grace les avait servis avec le même sourire amical que d'habitude. Même si ses pensées revenaient sans cesse à son fils de 5 ans qui l'attendait à la maison avec son voisin Oliver, il était probablement déjà endormi à cette heure-là. Mais elle devait tout de même vérifier qu'il respirait régulièrement. L'asthme d'Oliver s'était aggravé ces derniers temps. Son salaire de cette semaine suffirait tout juste à acheter ses médicaments. Tant qu'il n'y aurait pas d'imprévu, tant que la voiture ne tomberait pas en panne, tant qu'Oliver ne se retrouverait pas à nouveau aux urgences, trop de temps que dans la vie d'une mère célibataire. Grace expira, puis se frotta les yeux avec le dos de la main. 4 ans. Cela faisait 4 ans que Ryan était parti. Sans aucune explication, sans un seul appel, sans un seul dollar d'aide. 4 ans à être à la fois mère et père, à jongler avec les factures, à tenir son enfant dans ses bras toute la nuit lorsqu'il pleurait et demandait pourquoi son père ne rentrait jamais à la maison. Parfois, elle se demandait si elle en avait fait assez, mais elle ne pouvait continuer à avancer que grâce à Oliver, parce que son fils méritait une vie meilleure. Ses phares transperçaient le rideau de pluie devant elle, révélant des rangées d'érables trempés qui bordaient la route des 2 côtés. La route qui menait à sa maison à travers la banlieue de Chicago était déserte à cette heure-là. Tellement déserte que lorsqu'elle remarqua quelque chose d'anormal devant elle, son cœur se mit à battre plus fort. Une Bentley noire brillante était garée de travers sur le bas-côté, ses feux de détresse clignotant faiblement à travers la pluie dense. Le capot était grand ouvert, de minces volutes de fumée s'élevant et se dissolvant dans le vent froid. Et à côté de la voiture se tenait un homme âgé, les cheveux blancs plaqués sur la tête, vêtu d'un costume noir coûteux désormais trempé. Il s'agrippait d'une main aux côtés de la voiture pour garder son équilibre. Passe de parapluie. Personne pour l'aider. Juste un vieil homme qui fixait son téléphone, le visage crispé par l'inquiétude sous la faible lumière des phares. Grace appuya sur les freins. Sa voiture glissa légèrement sur la route mouillée. La logique lui disait qu'elle était déjà en retard. Oliver l'attendait à la maison. C'était une route déserte. Elle ne savait pas qui était cet homme. Cette Bentley pouvait être un piège tendu par quelqu'un de dangereux. Mais elle vit alors ses épaules trembler. Elle vit ses doigts tâtonner sans cesse sur l'écran du téléphone, sans succès, car il n'y avait pas de réseau dans cette zone. Elle vit un être humain qui avait vraiment besoin d'aide. Grace se souvint de ce que sa mère lui avait dit avant de mourir. « Ma fille, quand tu aides quelqu'un, tu ne sais pas qui tu aides. Ce pourrait être un ange qui teste ton cœur. » Grace n'oublierait jamais le regard de sa mère lorsqu'elle lui avait dit cela, et Grace savait qu'elle voulait être le genre de personne dont sa mère serait fière. Elle se gara sur le bas-côté et baissa sa vitre à moitié. L'odeur de l'asphalte mouillé et de l'huile de moteur envahit l'habitacle. « Vous allez bien, monsieur ?» cria-t-elle, sa voix couvrant le bruit de la pluie.
Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'entendre une belle histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de l'histoire. L'homme sursauta et se retourna, plissant les yeux sous la faible lumière des phares, essayant de distinguer qui avait parlé. Son visage ridé exprimait à la fois la surprise et la méfiance, le genre de méfiance qui vient d'une vie passée à être abordée pour des raisons qui n'étaient jamais tout à fait honnêtes. Il resta immobile un instant, sous la pluie battante, puis répondit d'une voix tremblante à cause du froid. « Ma voiture est tombée en panne. Le service d'assistance routière ne répond pas et je crois que je me suis perdu. » Grace le regarda, son costume coûteux désormais trempé, ses chaussures en cuir ciré qui baignaient dans une flaque d'eau, ses cheveux blancs collés à son front. Elle ne lui demanda pas qui il était. Elle ne lui demanda pas d'où il venait. Elle ne lui demanda pas combien valait cette Bentley. Elle se contenta de lui dire gentiment, mais fermement, « Montez dans la voiture, monsieur. Si vous restez assis encore quelques minutes, vous allez attraper froid. » Harold Grayson resta debout sous la pluie, fixant la vieille Honda Civic cabossée et la jeune femme qui l'invitait à monter. Toutes les leçons qu'il avait apprises sur la prudence à l'égard des étrangers lui revinrent à l'esprit. Qui est-elle? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Est-ce sans danger? Mais alors, une forte rafale de vent le transperça et son corps fut secoué de violents frissons. Son costume mouillé collait à sa peau, ses chaussures étaient glacées et son téléphone n'avait toujours pas de réseau. Cela faisait 45 minutes que la voiture était en panne et aucun autre véhicule n'était passé. Peut-être que parfois, il faut simplement faire confiance à la gentillesse d'un inconnu. Il se dirigea vers la Honda, ouvrit la porte et se glissa sur le siège passager. De l'eau coulait de ses vêtements sur le cuir usé, laissant des taches sombres. À l'intérieur de la voiture, il faisait plus chaud grâce à un vieux chauffage qui tournait à plein régime. « Merci, » dit Harold, la voix encore tremblante. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Grace se pencha en arrière et prit un manteau de rechange sur la banquette arrière, puis le lui tendit. « Personne ne devrait rester seul dans une tempête, monsieur. » Elle s'engagea sur une route secondaire étroite, les essuie-glaces battant toujours violemment contre le pare-brise. Harold enfila le manteau sur ses épaules et sentit la chaleur commencer à l'envahir. Il jeta un coup d'œil à la jeune femme au volant, les yeux verts fixés sur la route devant elle, le visage fatigué, mais adouci par une douceur indéniable. Elle ne lui posa aucune question sur son identité, son travail ou la voiture de luxe abandonnée sur le bas-côté. La première chose qu'elle lui demanda fut « Vous avez moins froid maintenant? Je peux augmenter le chauffage si vous en avez besoin. » Harold sentit sa gorge se serrer. Depuis combien de temps personne ne l'avait traité ainsi? Comme un être humain ordinaire, pas comme un nom dans un magazine économique, ni comme un bilan financier ambulant. Il acquiesça. « Je vais bien, merci. Comment vous appelez-vous? »« Grace Mitchell. Et vous? »« Harold. Harold Grayson. » Ils roulèrent en silence pendant un moment, la pluie tambourinant régulièrement sur le toit comme une chanson triste. Grace demanda sans quitter la route des yeux. « Où alliez-vous avant que la voiture tombe en panne? »« À une réunion en banlieue. Elle s'est terminée plus tard que prévu, et puis je me suis retrouvé pris dans la tempête. Je pensais connaître un raccourci. En fait, c'était un détour. »« Le GPS ment parfois aussi, » dit Grace avec un léger sourire. « Vous avez quelqu'un à appeler? De la famille ou des amis? » Harold resta silencieux pendant un moment. Il pouvait appeler Luca, son petit-fils, l'homme qui lui enverrait un hélicoptère dans les 30 minutes si nécessaire, mais il ne voulait pas. Ce soir, il voulait être un homme ordinaire. Pas Harold Grayson de Grayson Holdings. « Mon téléphone n'a pas de réseau, » dit-il simplement, « et je ne veux déranger personne à cette heure-ci. » Grace acquiesça, puis hésita avant de reprendre la parole. « Monsieur Grayson, il n'y a pas d'hôtel à proximité à cette heure-ci, et il pleut toujours fort. Je n'habite pas loin. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez passer la nuit chez moi. Demain matin, j'appellerai le service d'assistance routière pour vous. » Harold regarda la jeune femme, l'air surpris. Elle emmenait un parfait inconnu chez elle à minuit passé. N'avait-elle pas peur? Grace semblait lire dans ses pensées. Ma mère disait souvent, « Quand tu aides quelqu'un, tu ne sais pas qui tu aides. Ce pourrait être un ange qui teste ton cœur. Je ne pense pas que vous soyez une mauvaise personne, Monsieur Grayson. Je vois seulement quelqu'un qui a besoin d'aide. »
Harold ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer lentement. Dans sa poitrine, quelque chose de chaud commença à se répandre. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. La vieille Honda Civic continuait d'avancer sous la pluie, transportant deux inconnus vers le petit appartement de Grace Mitchell. La voiture s'arrêta devant un immeuble de 3 étages. Sa peinture couleur crème était défraîchie par le temps. Grace coupa le moteur et regarda Harold. « Nous sommes arrivés, monsieur. Je suis au 2e étage. Je suis désolé, il n'y a pas d'ascenseur. » Harold acquiesça et sortit dans la nuit. La pluie s'était transformée en une fine bruine, mais elle suffisait encore à tremper les vêtements déjà détrempés. Ils montèrent un étroit escalier en béton, leurs pas résonnant dans le silence de la nuit. Grace déverrouilla la porte de l'appartement aussi discrètement que possible et fit signe à Harold d'entrer le premier. L'appartement était petit, très petit, peut-être seulement un dixième de la taille du salon de la demeure d'Harold, mais tout était propre et bien rangé. Un vieux canapé gris était adossé au mur. Une petite table à manger avec 2 chaises se trouvait à proximité. Dans un coin, une cuisine modeste abritait quelques casseroles suspendues à un support. Sur le mur, il y avait des photos d'un petit garçon aux cheveux bruns bouclés, dont le sourire radieux remplissait chaque cadre. « Mon fils, Oliver, 5 ans, » murmura Grace, lorsqu'elle remarqua qu'Harold regardait des photos. « Il dort dans la chambre. » Elle se dirigea vers une porte légèrement entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis se retourna, le visage visiblement plus soulagé. Il dormait profondément, respirant régulièrement. Harold se tenait au milieu du salon, ses yeux parcourant lentement chaque recoin de ce petit espace. Il vit une petite pile de factures médicales sur la table, avec les noms de médicaments contre l'asthme imprimés dessus, des médicaments qu'il reconnaissait, car il les avait déjà examinés lorsqu'une société pharmaceutique de son conglomérat les produisait. Il vit le vieux réfrigérateur, et lorsque Grace l'ouvrit pour chercher de la nourriture, il constata qu'il était presque vide. Juste un petit carton de lait, quelques œufs et des légumes fanés. Il vit les petites chaussures d'Oliver soigneusement rangées près de la porte, les semelles usées, une petite déchirure au bout soigneusement recousue avec du fil noir. Harold sentit sa gorge se serrer. Il était habitué aux banquets somptueux, aux bouteilles de vin qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel d'une personne ordinaire, aux négociations portant sur des millions de dollars. Mais debout dans ce petit appartement, il découvrait enfin un mode de vie complètement différent. « Monsieur, je n'ai que des nouilles instantanées, » dit Grace avec un petit sourire embarrassé en brandissant 2 paquets. « Cela vous dérange? » Harold regarda la jeune femme dans la cuisine exiguë, son uniforme encore humide, ses cheveux bruns ébouriffés par la pluie et le vent, mais ses yeux verts brillant toujours d'une sincère sollicitude. Elle partageait ce qui pourrait être son dernier repas avec un parfait inconnu. Elle n'est peut-être même pas sûre d'avoir assez d'argent pour acheter les médicaments de son fils cette semaine. Et pourtant, elle était toujours prête à donner tout ce qu'elle avait. « Des nouilles instantanées, c'est parfait, » dit Harold d'une voix plus douce que d'habitude. « Mademoiselle Mitchell, appelez-moi Grace. » Elle l'interrompit en commençant à faire bouillir l'eau. « Grace, » acquiesça-t-il. « Alors laissez-moi vous aider. Ce n'est pas la peine, monsieur. Asseyez-vous et reposez-vous. J'ai l'habitude. » Elle désigna le canapé. « Il y a des serviettes propres dans le tiroir sous la table. Vous pouvez vous sécher avant d'attraper froid. » Harold trouva une serviette et commença à sécher ses cheveux blancs. Il s'assit sur le canapé et sentit le coussin s'enfoncer sous son poids, usé par des années d'utilisation. De cet angle, il pouvait observer Grace dans la cuisine. La façon dont elle ajoutait délicatement un œuf dans la casserole de nouilles. La façon dont elle coupait les derniers morceaux de légumes à ajouter. La façon dont elle faisait tout avec une tendresse qui donnait l'impression que c'était le repas le plus important au monde. 10 minutes plus tard, Grace apporta 2 bols fumants et en posa un devant Harold. Son bol contenait un œuf. Le sien n'en contenait pas. Harold le remarqua, mais ne dit rien. Il prit les baguettes et lorsqu'il prit la première bouchée, il eut l'impression que c'était le meilleur repas qu'il avait mangé depuis des années. Non pas à cause du goût, mais parce qu'il avait été préparé avec quelque chose que l'argent ne peut acheter. La gentillesse. Harold regarda Grace assise en face de lui. Elle mangeait lentement et, de temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers la chambre d'Oliver, comme si elle avait besoin de se rassurer que son enfant allait bien. Au cours de ses 78 années d'existence, Harold avait rencontré d'innombrables personnes, riches et puissantes. Des gens prêts à tout pour gagner ses faveurs.
Mais personne ne lui avait jamais montré la véritable richesse comme cette jeune femme l'avait fait. Elle n'avait rien. Et pourtant, elle avait tout. Elle avait quelque chose que son petit-fils Luca avait perdu depuis longtemps. Quelque chose qu'Harold lui-même avait oublié dans le monde impitoyable des affaires. La capacité de voir l'être humain en chaque personne, quelle qu'elle soit. Le bol de nouilles était à moitié vide lorsque Harold posa ses baguettes et regarda Grace. Ce petit garçon, Oliver, quel âge a-t-il maintenant? 5 ans, répondit Grace, les yeux brillants dès qu'elle prononça le nom de son fils. C'est un enfant adorable. Il adore dessiner et il est fou des dinosaures. Tous les soirs avant de se coucher, il me demande de lui raconter des histoires de dinosaures, même si je lui ai déjà raconté les mêmes 100 fois. Harold sourit. Et le père du garçon? Demanda-t-il, puis il hésita. Je suis désolé si je suis trop curieux. Grace resta silencieuse pendant un moment, le regard baissé vers les nouilles qui refroidissaient dans le bol. Il est parti quand Oliver avait 1 an. Un jour, il a dit qu'il partait en voyage d'affaires et il n'est jamais revenu. Pas un coup de fil, pas un message, pas un centime pour subvenir à nos besoins. Cela fait 4 ans. Je ne sais pas où il est, s'il est vivant ou mort. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement l'épuisement de quelqu'un qui avait accepté la réalité depuis longtemps. Harold sentit la colère monter en lui. Pas à cause de ce qui lui était arrivé, mais à cause de la cruauté de ce qui avait été fait à cette jeune femme et au petit garçon qui dormait dans la pièce voisine. « Vous l'avez élevé seul pendant 4 ans, dit-il d'une voix plus basse. Vous êtes très forte, Grace. Grace secoua doucement la tête. Je ne suis pas forte, monsieur. Je n'ai simplement pas d'autre choix. Oliver est tout ce que j'ai. J'ai 2 emplois, je nettoie des bureaux le matin et je suis serveuse le soir. Parfois, je suis tellement fatigué que j'ai l'impression que je vais m'effondrer. Mais ensuite, je le regarde et je me dis que je dois juste tenir le coup un jour de plus. Elle fit une pause, les yeux rivés sur la porte de la chambre. Mon rêve n'a rien de grandiose, monsieur. Je veux juste qu'Oliver aille dans une bonne école, qu'il ait des amis, qu'il vive sans se soucier chaque mois de l'argent pour ses médicaments contre l'asthme. Je veux qu'un jour, il soit fier de sa mère, même si sa mère n'est qu'une serveuse. Harold écouta, la poitrine serrée. Il pensa aux réunions du conseil d'administration, au contrat d'1 million de dollars, aux fêtes somptueuses auxquelles il avait assisté. Tout cela lui sembla soudain insignifiant à côté du simple espoir d'une mère célibataire qui ne souhaitait rien d'autre qu'une vie meilleure pour son enfant. « Et vous? » demanda Grace doucement. « Avez-vous une famille? » Harold acquiesça lentement. « Ma femme est décédée il y a 10 ans. Nous avions un fils, mais lui et sa femme ont été tués dans un accident d'avion alors que mon petit-fils n'avait que 10 ans. Après cela, je l'ai élevé moi-même. » Grace porta une main à sa poitrine. « Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. »« Ce n'est pas grave, » dit Harold, une légère tristesse transparaissant dans sa voix. « Mon petit-fils, Luca, a très bien réussi. Il est intelligent, déterminé. Il a bâti tout un empire. Mais Harold, j'ai peur qu'il ait oublié comment être un homme honnête. Dans le monde des affaires, il a appris à tout voir en termes de chiffres, de transactions. Il a oublié que derrière chaque chiffre, il y a un être humain. » Grace le regarda, la compassion se lisant clairement dans ses yeux verts. « Peut-être que votre petit-fils a juste besoin que quelqu'un le lui rappelle. Monsieur, parfois, les gens ne sont pas mauvais. Ils ont juste oublié qu'ils étaient bons. » Harold fixa la jeune femme, surpris par la profondeur de ses paroles. Elle avait été abandonnée par son mari. Elle se battait chaque jour pour subvenir aux besoins de son enfant. Et pourtant, elle voyait encore le bon côté des autres. Elle n'était pas amère. Elle n'était pas endurcie. Elle croyait encore en l'être humain. « Vous êtes une personne extraordinaire, Grace, » dit Harold. « Honnêtement, mon petit-fils a besoin de rencontrer quelqu'un comme vous pour se rappeler ce qui compte vraiment dans la vie. » Grace esquissa un petit sourire et secoua la tête. « Je ne suis qu'une serveuse ordinaire, monsieur. » L'horloge murale indiquait 1 heure du matin. Grace se leva et prit une couverture dans un placard. « Vous pouvez dormir sur le canapé, monsieur. Je suis désolé de ne pas avoir de chambre d'amis. Demain matin, j'appellerai le service d'assistance routière pour vous. » Harold prit la couverture, caressant du bout des doigts le tissu usé mais propre, qui dégageait un léger parfum de soleil. « Merci, Grace. Non seulement pour cette nuit, mais aussi pour m'avoir rappelé des choses que je croyais avoir oubliées. » Grace sourit et se détourna,
mais Harold l'appela. « Grace, où travaillez-vous? » Elle s'arrêta et se retourna. « Au Rosewood Diner, au service de nuit. Vous le connaissez? » Harold secoua la tête, mais quelque chose brilla dans ses yeux. « Pas encore, mais je m'en souviendrai. Dormez bien, monsieur. » Grace entra dans la chambre et referma doucement la porte derrière elle. Harold s'allongea sur le canapé, les yeux fixés au plafond. « Rosewood Diner », murmura-t-il. Le nom résonna dans son esprit, et il sut qu'il ne l'oublierait pas. Le réveil arracha Grace à un sommeil court et fragile à 5 heures du matin. Elle resta immobile un instant, les yeux fixés sur le plafond sombre, essayant de rassembler ses forces pour commencer une nouvelle journée. À côté d'elle, Oliver dormait encore profondément, la respiration régulière, le visage paisible comme un petit ange. Grace tira doucement la couverture sur lui, le bordant un peu plus, puis sortit du lit sans faire de bruit. Elle se dirigea vers le salon, avec l'intention de réveiller M. Grayson et de lui demander s'il avait besoin de quelque chose avant de partir pour son travail de nettoyage de bureau. Mais lorsqu'elle sortit, le canapé était vide. La couverture était soigneusement pliée à une extrémité. Le manteau qu'elle lui avait prêté la veille était posé avec soin à côté. Il était parti. Grace regarda autour d'elle dans le petit appartement. Il n'y avait aucun signe que le vieil homme aux cheveux argentés de la nuit dernière avait été là, à part la couverture soigneusement pliée et un petit bout de papier posé sur la table à manger. Elle s'approcha et le ramassa. L'écriture était élégante, claire. « Chère Grace, merci d'avoir secouru un vieil homme étrange par une nuit pluvieuse et orageuse. Merci de m'avoir montré que la gentillesse existe encore dans ce monde. Hier soir, vous m'avez rappelé des valeurs que je croyais avoir perdues depuis longtemps. Je n'oublierai jamais cela. Je vous souhaite, à vous et à Oliver, tout le bonheur possible. » Signé H.J. Grace relut la note plusieurs fois, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. C'était vraiment un gentleman. Elle se demanda s'il avait pu joindre l'assistance routière. Si la Bentley pouvait être réparée, s'il était rentré chez lui sain et sauf. Mais elle secoua légèrement la tête. C'était quelqu'un de fortuné. On pouvait le deviner à son costume dans la voiture la nuit dernière. Il s'en sortirait très bien. Grace plia soigneusement le mot et le glissa dans son portefeuille. Elle ne savait pas pourquoi elle le gardait. Peut-être était-ce simplement un petit souvenir d'une étrange nuit pluvieuse, d'une rencontre inattendue avec un gentil inconnu. Elle ne pensait pas revoir M. Grayson un jour. Leur vie était trop différente. Il appartenait à un monde de Bentley et de costumes coûteux, tandis qu'elle appartenait à un monde de corps de nuit et de factures de médicaments contre l'asthme. Leurs chemins s'étaient croisés pendant une nuit, et maintenant ils allaient se séparer et prendre des directions opposées. Grace entra dans la salle de bain et s'aspergea le visage d'eau froide pour se réveiller. Elle observa son reflet dans le miroir. Les cernes sous ses yeux étaient toujours là, conséquence d'un manque de sommeil. Sa peau était pâle à cause du travail trop intense, mais elle se força quand même à sourire. Une nouvelle journée commençait. Elle devait être à l'immeuble de bureau avant 7 heures, puis revenir pour emmener Oliver chez Mme Patterson avant l'arrivée du bus scolaire, puis aller travailler à son poste de l'après-midi et du soir au Rosewood Diner. La vie continuerait, au même rythme implacable. Elle n'avait pas le temps de penser à ce qui s'était déjà passé. Grace s'habilla, vérifia une dernière fois qu'Oliver allait bien, puis lui laissa un petit mot lui disant que maman était partie travailler tôt et que Mme Patterson viendrait le chercher. Elle ferma la porte aussi silencieusement que possible et descendit les escaliers dans la faible lumière de l'aube. Elle ne se doutait pas que dans moins de 24 heures, sa vie allait complètement changer. Ce matin-là, elle avait l'impression que tout le monde avait décidé de se liguer contre elle. Elle revint de son travail de femme de ménage à 9 heures, épuisée, mais elle se força à sourire en entrant dans l'appartement. Mme Patterson était assise à côté du lit d'Oliver, l'air inquiet. « Il tousse depuis tôt ce matin », dit-elle doucement en voyant Grace. « Je lui ai donné de l'eau chaude, mais cela ne semble pas aider. » Grace se précipita vers son fils et posa une main sur le front d'Oliver. Une nouvelle fièvre, mais le petit garçon respirait difficilement. Ce bruit rauque familier de l'asthme lorsque les saisons commencent à changer. « Maman, je ne peux pas respirer », murmura Oliver d'une voix faible, ses yeux bleus fixés sur elle avec peur. « Tout va bien, mon chéri. Je vais te chercher ton médicament. » Grace se précipita vers l'armoire à pharmacie, les mains tremblantes, et ouvrit le casier contenant son inhalateur.
Elle aida Oliver à prendre son médicament, puis le prit dans ses bras et lui tapota doucement le dos jusqu'à ce que sa respiration se stabilise lentement. 20 minutes plus tard, Oliver allait mieux. Mais Grace savait qu'il ne pourrait pas aller à l'école ce jour-là. Elle demanda à Ben Patterson de le garder un jour de plus, se sentant coupable d'avoir déjà trop demandé. Madame Patterson lui fit signe de ne pas s'inquiéter, qu'elle prendrait bien soin de lui. Grace embrassa Oliver sur le front, lui rappela d'écouter Madame Patterson, puis se précipita en bas pour prendre sa voiture afin de pouvoir se rendre à son service de l'après-midi au Rosewood Diner. Mais lorsqu'elle s'installa dans la Honda Civic et tourna la clé, rien ne se passa. Elle essaya encore et encore. La voiture émit quelques faibles bruits, puis se tut. « Non, non, non », murmura Grace en tapotant le volant de la main. « Pas aujourd'hui, ne me fais pas ça aujourd'hui. » Mais la vieille voiture ne répondit pas. La batterie était à plat. Probablement parce que la veille, elle avait laissé le chauffage allumé trop longtemps en raccompagnant M. Grayson chez lui. Grace jeta un coup d'œil à l'horloge, le cœur battant à tout rompre. Il restait 45 minutes avant le début de son service. Elle courut chez son voisin et frappa à la porte, désespérée. M. Thompson, un mécanicien d'âge moyen, était chez lui. Dieu merci. Il lui apporta des câbles de démarrage, mais il fallut près de 20 minutes de tâtonnement avant que le moteur ne démarre enfin. Grace le remercia maintes et maintes fois, puis se gara dans la rue, essayant de stabiliser ses mains sur le volant, même si la panique l'envahissait. Mais sa malchance ne la lâchait toujours pas. Sur le chemin du restaurant Rosewood, un accident mineur avait provoqué un long embouteillage. Grace était assise derrière la file de voitures, regardant les minutes s'écouler, impuissante. Elle appela le restaurant, mais personne ne répondit. Elle envoya un SMS à Megan, sa collègue la plus proche, lui demandant de dire au gérant qu'elle était en route. La réponse de Megan fit chuter le cœur de Grace dans son estomac. Derek est vraiment en colère. Une personne importante vient inspecter le restaurant aujourd'hui. Viens aussi vite que possible. Une personne importante. Une inspection. Grace se mordit la lèvre et appuya sur l'accélérateur dès que la circulation reprit. Elle se faufila dans chaque ouverture, se fraya un chemin à chaque intersection, faisant tout son possible pour rattraper le temps perdu seconde après seconde. Mais lorsqu'elle se gara devant le restaurant Rosewood et se précipita à l'intérieur, l'horloge indiquait déjà 7h10. Elle avait 10 minutes de retard, seulement 10 minutes. Mais Grace avait le sentiment que ces 10 minutes allaient tout changer. Elle poussa la porte, encore essoufflée, et comprit immédiatement que son intuition était juste. Derek Mason se tenait juste derrière la caisse, ses yeux tels 2 poignards rivés sur Grace dès qu'elle franchit la porte. Il avait 42 ans, les cheveux soigneusement lissés en arrière, son costume noir toujours parfaitement repassé, son visage anguleux affichant en permanence un air froid et supérieur. Il était le gérant du Rosewood Diner depuis 3 ans, et pendant ces 3 années, il avait dirigé l'établissement comme un petit dictateur. Mitchell. La voix de Derek fendit l'air, suffisamment forte et aiguë pour que tout le restaurant l'entende. « Avez-vous une horloge? » Grace sentit le rouge lui monter aux joues. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Le restaurant était bondé de clients venus prendre leur petit déjeuner. Il y avait facilement 40 personnes en train de manger, de siroter leur café, et maintenant, toutes se tournaient vers elle pour la dévisager. « Je suis désolé, Monsieur Mason, » dit-elle en s'efforçant de garder une voix calme. « Ce matin, mon fils a eu une crise d'asthme, puis la batterie de ma voiture est tombée en panne. J'ai dû demander à quelqu'un de me dépanner, puis il y avait des embouteillages sur la route. » Derek sortit de derrière le comptoir. Chaque pas résonnait sur le carrelage comme un marteau scellant un verdict. « Votre fils est asthmatique. Votre voiture est tombée en panne. » La route était encombrée. Il répéta chaque raison avec une moquerie non dissimulée. « Magnifique, oh Mitchell. La prochaine fois. Avez-vous d'autres excuses? Le chien a mangé vos devoirs. Des extraterrestres vous ont kidnappé. » Quelques rires nerveux ont fusé quelque part dans la salle, mais la plupart des clients sont restés silencieux, le visage crispé par le malaise. Grace a dégluti avec difficulté, réprimant la colère et l'humiliation qui montaient dans sa gorge. « Monsieur Mason, c'est la première fois en 3 ans que je suis en retard. Je n'ai jamais manqué un service sans prévenir. Je ne me suis jamais plainte. Je n'ai jamais... » Derek l'a interrompu pour la première fois, sa voix devenant de plus en plus forte. « Vous pensez que parce que c'est la première fois, vous avez droit à un passe-droit? Vous pensez que mon temps, le temps de ce restaurant, le temps des clients,
vaut moins que vos excuses minables. Il se retourna et balaya la salle du regard, comme s'il prononçait un discours. 10 minutes. Vous avez eu 10 minutes de retard. Pendant ces 10 minutes, Megan a dû se démener pour s'occuper des tables. La cuisine attendait que quelqu'un apporte les assiettes. Et les clients me regardaient comme si je dirigeais un marché aux puces plutôt qu'un restaurant. Grace jeta un coup d'œil vers la cuisine et vit Megan debout, le visage blême, les yeux rougis comme si elle allait pleurer, mais terrifiée à l'idée de dire un mot. Tony Rousseau, le cuisinier, se tenait près du grill, la spatule encore à la main, figé comme une statue. Personne n'osait intervenir. Monsieur Mason. Grace fit une dernière tentative, la voix tremblante, mais sa dignité toujours intacte. Je suis désolé d'être en retard. Je resterai après mon service et ferai des heures supplémentaires pour compenser. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Derrick la fixa du regard, le coin de sa bouche se courbant en un sourire fin et glacial. Une chance. Vous voulez que je vous donne une chance? Il s'approcha, baissant la voix, mais pas assez pour que les tables voisines ne puissent l'entendre. Savez-vous quel jour nous sommes, Mitchell? Aujourd'hui, le véritable propriétaire du Rosewood Diner vient inspecter les lieux. Pour la première fois en 2 ans, et vous pensez que je vais laisser une serveuse qui arrive en retard, qui a toujours une excuse, me faire passer pour un mauvais patron devant mon supérieur? Grace resta immobile, comme si elle avait reçu un coup de poing dans le ventre. Elle n'était pas au courant de cette inspection. Elle savait seulement qu'elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de chaque dollar pour acheter les médicaments d'Oliver, payer le loyer, survivre. « Enlève ton tablier », dit Derrick d'une voix glaciale. « Tu es viré. » Ces mots frappèrent Grace comme une lame enfoncée dans sa poitrine. Elle resta là, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. 3 ans. 3 ans à travailler ici sans un seul jour de congé maladie, sans une seule plainte, sans une seule erreur de commande. Et maintenant, à cause de 10 minutes, parce que son enfant était malade, parce que sa voiture était en panne, tout était fini. « Monsieur Mason, s'il vous plaît, » dit Grace, la voix étranglée. « J'ai un petit garçon. J'ai besoin de ce travail. S'il vous plaît, ne faites pas ça. »« Ne faites pas ça. Quoi? » rétorqua Derrick, chaque syllabe empreinte de mépris. « Je ne vais pas vous licencier. Vous auriez dû penser à votre enfant avant de choisir d'être en retard. Maintenant, enlevez votre tablier et sortez de mon restaurant. Ne me faites pas perdre 1 seconde de plus. » Le restaurant était plongé dans un silence total. 40 personnes étaient assises, immobiles, certaines fixant leur assiette pour éviter le regard de Grace, d'autres la regardant avec pitié, mais personne, pas une seule personne, n'osait parler. Et dans le coin le plus éloigné, derrière un journal du matin, un vieil homme aux cheveux blancs était assis en silence. Harold Grayson était venu au Rosewood Diner à 6 heures du matin parce qu'il voulait voir de ses propres yeux l'endroit où travaillait la gentille jeune femme de la veille. Il avait commandé une tasse de café et avait attendu, espérant voir Grace, espérant la remercier une fois de plus avant de partir. Au lieu de cela, il avait tout vu. Sa main se crispa autour de la tasse de café jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses yeux s'assombrirent, sa mâchoire se crispa. Il regarda Grace retirer son tablier de ses mains tremblantes, le poser sur le comptoir, puis se retourner et sortir alors que la sonnette retentissait au-dessus d'elle. Il regarda Derrick rester là, l'air satisfait et victorieux, comme s'il avait accompli quelque chose de noble. Et Harold sut avec une certitude absolue qu'il ne laisserait pas les choses se terminer ainsi. Grace poussa la porte vitrée et sortit, la petite clochette tintant derrière elle comme un adieu amer. Elle s'arrêta sous l'auvent du Rosewood Diner, à l'endroit même où elle s'était si souvent arrêtée pour reprendre son souffle entre 2 longues journées de travail, où elle avait ri avec Megan pendant ses brèves pauses volées. Maintenant, cet endroit ne lui appartenait plus. Le ciel matinal de Chicago était encore gris. De lourds nuages bas semblaient prêts à déverser une nouvelle averse. Gray resta là à regarder le trafic défiler. Elle regarda les piétons se dépêcher pour aller au travail. Elle regarda la vie continuer comme si de rien n'était. Mais pour elle, tout venait de s'effondrer. Elle ne savait pas quand la première larme avait coulé sur sa joue. Puis vint la deuxième, la troisième, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les compter. Grace n'était pas quelqu'un qui pleurait facilement. Au cours des 4 dernières années, elle avait très peu pleuré parce qu'elle n'avait pas le temps de pleurer. Parce que pleurer ne réglait rien. Parce qu'elle devait être forte pour Oliver. Mais maintenant, seule sous cet auvent,
Elle ne pouvait plus se retenir. Elle pleurait à cause de l'humiliation d'avoir été mise en pièces devant des dizaines d'inconnus. Elle pleurait parce que 3 années de travail acharné avaient été effacées en 10 minutes. Elle pleurait parce qu'elle savait qu'à partir de cet instant, une vie déjà difficile allait devenir incroyablement plus difficile. Oliver, le nom de son fils, résonnait dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Elle n'avait toujours pas acheté ses médicaments contre l'asthme pour ce mois-ci. Le loyer était dû la semaine suivante. L'électricité, l'eau, les courses, tout coûtait de l'argent et elle venait de perdre sa principale source de revenus. Son travail de nettoyage le matin ne couvrait qu'environ 1/3 de ses frais de subsistance. Sans le Rosewood Diner, que pouvait-elle faire? Grace s'adossa contre le mur, ses jambes soudainement faibles sous son poids. Elle fit le calcul dans sa tête. Les économies qui restaient sur son compte pourraient les faire tenir 2 semaines, peut-être 3 si elle sautait des repas. Mais elle ne pouvait pas se passer des médicaments d'Oliver. Son petit garçon en avait besoin pour respirer, pour vivre. Elle pouvait se passer de manger. Lui, non. Dans ce moment de désespoir, une pensée traversa l'esprit de Grace. Et si elle ne s'était pas arrêtée la nuit dernière pour aider ce vieil homme aux cheveux blancs? Et si elle était rentrée directement chez elle et s'était couchée plus tôt? Alors, ce matin, elle n'aurait pas été si épuisée qu'elle aurait dormi trop longtemps. Elle n'aurait pas manqué toute sa toux. La batterie de la voiture ne se serait pas déchargée à cause du chauffage qui avait fonctionné trop longtemps. Si elle ne l'avait pas aidée, elle aurait peut-être encore son travail aujourd'hui. Mais dès que cette pensée lui vint à l'esprit, Grace secoua la tête et la chassa. Non, elle ne regretterait pas d'avoir fait ce qu'il fallait. Monsieur Grayson était un inconnu qui avait besoin d'aide, et elle l'avait aidé. C'est ce qu'aurait fait sa mère, et c'est ce qu'elle voulait enseigner à Oliver. La gentillesse ne devrait pas être assortie de conditions. La gentillesse ne devrait pas être mise en balance avec les profits et les pertes. Si elle pouvait revenir à la nuit dernière, elle s'arrêterait encore. Elle l'inviterait encore à monter dans la voiture. Elle le ramènerait encore chez elle et partagerait son dernier bol de nouilles parce que c'était ainsi qu'elle était. Parce que c'était ainsi qu'elle avait choisi de vivre. Grace essuya ses larmes avec le dos de la main et prit une profonde inspiration. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait demain, ni ce que lui réservait le mois prochain. Mais elle savait une chose. Elle n'abandonnerait pas pour Oliver, pour elle-même, pour la conviction que les gens bien finissent par rencontrer de bonnes choses. Elle se dirigea vers le parking où l'attendait sa vieille Honda Civic, sans se douter que derrière les portes vitrées du restaurant Rosewood, un regard la suivait avec une détermination sans faille. Harold Grayson resta assis dans le restaurant pendant quelques minutes après le départ de Grace. Son regard était fixé sur la porte vitrée qu'elle venait de franchir. Le café dans sa main était froid depuis longtemps, mais il ne prit pas la peine de le boire. Il réfléchissait, calculait et sentait une colère couverte dans sa poitrine, silencieuse mais implacable. 3 ans. Cette jeune femme avait travaillé ici pendant 3 ans, sans jamais être en retard une seule fois, et maintenant, elle avait plus de 10 minutes de retard, parce qu'elle s'était arrêtée pour l'aider pendant la tempête de la nuit dernière. Elle avait tout perdu. Harold posa sa tasse, sortit son téléphone et composa un numéro familier. Après 2 sonneries, quelqu'un répondit « Grand-père ». La voix à l'autre bout du fil était basse et froide. Pourtant, lorsqu'elle prononça « Grand-père », elle se teinta d'une rare tendresse. C'était Luca Grayson, 36 ans, directeur général de Grayson Holdings, l'un des plus grands conglomérats de Chicago, dont les activités s'étendent de l'immobilier et de l'hôtellerie à la restauration et à la finance. Mais ce n'était que la surface. Sous le masque raffiné d'un homme d'affaires prospère se cachait un monde totalement différent. Luca Grayson était également à la tête de l'une des organisations clandestines les plus puissantes de la ville, un empire bâti sur le sang, la sueur et les larmes de plusieurs générations. On le surnommait le roi de glace, car il était connu pour être froid et impitoyable, tant dans les salles de réunion que dans le monde souterrain. Personne n'osait défier Luca Grayson. Personne n'osait le défier, car le prix à payer était généralement beaucoup trop élevé. Mais il y avait une seule personne au monde que Luca aimait sans condition, et c'était Harold Grayson, son grand-père. Harold avait élevé Luca depuis l'âge de 10 ans, après que ses parents aient été tués dans un accident d'avion. Il lui avait tout appris, de la gestion d'une entreprise à la survie dans un monde souterrain rempli de complots et de trahisons.
Pour Luca, son grand-père n'était pas seulement la seule famille qui lui restait. Il était sa boussole morale, son phare, même si Luca s'était parfois trop éloigné de cette lumière. Luca, dit Harold d'une voix calme, mais avec quelque chose d'inhabituel en dessous. Es-tu libre? Je suis au bureau, répondit Luca. Que se passe-t-il, grand-père? Tu vas bien? L'inquiétude dans la voix de Luca était indéniable. Son grand-père avait 68 ans. Sa santé n'était plus ce qu'elle était, et tout ce qui sortait de l'ordinaire mettait Luca sur les nerfs. Je vais bien, le rassura Harold, mais j'ai quelque chose à te dire. Hier soir, ma voiture est tombée en panne sur la route, en pleine tempête. J'étais en banlieue où il n'y avait pas de réseau téléphonique. Je suis resté sous la pluie pendant près d'une heure. Quoi? La voix de Luca se fit immédiatement plus aiguë. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas contacté James? Tu t'es fait mal? Écoute-moi d'abord, dit Harold, et il continua. Je me tenais là, trempé, gelé, pensant que je devrais peut-être passer la nuit sur le bord de la route. Puis, une jeune femme s'est arrêtée. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle se moquait bien de la Bentley de luxe ou du costume trempé qui collait à ma peau. Elle ne voyait qu'un vieil homme qui avait besoin d'aide. Elle m'a emmené chez elle, un petit appartement, et m'a donné le dernier bol de nouilles qu'il lui restait dans sa cuisine. Luca se tut, attendant la suite. C'est une mère célibataire, continua Harold, la voix serrée comme si l'émotion lui nouait la gorge. Elle a un fils de 5 ans qui souffre d'asthme. Son mari l'a quitté il y a 4 ans. Il ne lui verse pas un seul dollar de pension alimentaire. Elle cumule 2 emplois pour élever son enfant. Elle vit avec un réfrigérateur presque vide, et pourtant, elle était prête à donner le peu qu'elle avait. Elle s'appelle Grace Mitchell, et ce matin, Harold fit une pause et la colère dans sa voix commença à se manifester. Ce matin, je suis allé au Rosewood Diner pour la voir. Elle travaille là-bas, et j'ai vu le gérant la licencier devant des dizaines de clients, l'humilier comme si elle était une moins que rien. Tout ça parce qu'elle avait 10 minutes de retard. Minutes de retard parce qu'elle m'avait sauvé la veille au soir. Luca ne dit rien, mais à travers la ligne, Harold pouvait entendre le cliquetis rapide d'un clavier d'ordinateur. Le Rosewood Diner, dit Luca après un moment, la voix glaciale. Il appartient à la chaîne de restaurants que la société a acquise il y a 2 ans. Il fait partie du portefeuille de Grayson Holdings. Donc, vous en êtes le propriétaire? Demanda Harold, même s'il le savait déjà. Oui, répondit Luca d'un ton sec et neutre. Et ce directeur, Derek Mason, il ne sait pas qu'il vient de licencier la femme qui a aidé mon grand-père. Il ne sait pas non plus pour qui il travaille. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Harold. Il y eut un moment de silence, puis la voix de Luca se fit entendre. Aussi froide et déterminée que d'habitude, mais avec quelque chose de plus tranchant, de plus dangereux. James appela Luca, s'adressant clairement à son agent de sécurité quelque part dans la pièce. Préparez la voiture. Tout de suite, nous allons au Rosewood Diner. Harold sourit pour la première fois depuis qu'il avait assisté au licenciement de Grace. Il connaissait son petit-fils. Il savait qu'une fois que Luca Grayson avait décidé de faire quelque chose, personne ne pouvait l'arrêter. Et il savait que Derek Mason allait passer une très, très mauvaise journée. Grace était assise dans sa Honda Civic, les 2 mains toujours posées sur le volant. Même si elle n'avait pas démarré le moteur, les larmes continuaient de couler. Elle ne prenait même plus la peine de les essuyer. À travers le voile de ses yeux embués, elle fixait le vide devant elle, essayant de mettre de l'ordre dans le chaos qui régnait dans son esprit. L'argent. Tout se résumait à l'argent. Elle ouvrit son téléphone, ouvrit son application bancaire et fixa le chiffre affiché à l'écran. 200 $. Le loyer du mois était de 600 $. Les médicaments contre l'asthme d'Oliver coûtaient 200 $. Les charges s'élevaient à environ 100 $. Le reste devait servir à acheter de la nourriture. Si elle calculait soigneusement, elle pourrait survivre pendant 2 semaines, peut-être un peu plus si elle sautait le petit déjeuner et mangeait moins. Mais après cela, que ferait-elle? Son travail de femme de ménage le matin ne lui rapportait que 400 $ par mois. Ce n'était même pas suffisant pour couvrir la moitié de ses dépenses. Elle devait trouver autre chose. Mais à Chicago, avec une économie en difficulté, trouver un emploi stable n'était pas facile. Grace posa son front contre le volant, les épaules secouées de sanglots étouffés. Elle se sentait épuisée, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Pendant 4 ans, elle avait fait tout son possible. Elle avait tout fait pour offrir une vie meilleure à Oliver. Et pourtant,
Elle avait l'impression que le destin refusait toujours de la lâcher. Sans réfléchir, elle glissa la main dans la poche de son manteau et toucha un petit bout de papier. Elle le sortit, le déplia et relut les lignes familières. « Chère Grace, merci d'avoir secouru un vieil homme étrange par une nuit pluvieuse et orageuse. Je ne l'oublierai jamais. » Signé H.G. Grace esquissa un petit sourire amer. Monsieur Grayson, l'homme gentil qu'elle avait rencontré la nuit dernière. Il était probablement rentré chez lui en toute sécurité, de retour à sa vie normale, complètement inconscient du fait que, à cause de cette nuit, sa vie venait d'être complètement bouleversée. Mais elle ne lui en voulait pas. Elle n'en voulait à personne, sauf à Derek Mason et à l'injustice qu'elle venait d'être contrainte d'accepter. Son téléphone sonna soudainement, la faisant sursauter. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son cœur s'arrêter. Derek Mason. Pourquoi l'appelait-il? Il l'avait licencié il y a moins de 30 minutes. Que voulait-il maintenant? L'humilier davantage? La poursuivre pour l'insulter? Grace faillit ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. Elle fit glisser son doigt sur l'écran et porta le téléphone à son oreille. « Allô ?» La voix de Derek se fit entendre, mais quelque chose n'allait pas. L'arrogance, le ricanement de tout à l'heure avaient disparu. Au contraire, sa voix tremblait comme s'il essayait de contenir sa panique. « Tu dois revenir au restaurant immédiatement. » Grace se raidit. « Vous venez de me licencier. » « Je sais, Derek déglutit, et elle pouvait clairement entendre le bruit à travers la ligne. « Mais tu dois revenir immédiatement. Que se passe-t-il? Tu le sauras quand tu arriveras. Dépêche-toi, Mitchell. » Il raccrocha sans attendre sa réponse. Grace resta assise là, fixant l'écran noir de son téléphone, complètement désorientée. Que se passait-il? Pourquoi Derek l'avait-il rappelé? Et pourquoi semblait-il si effrayé? Elle ne connaissait pas la réponse, mais une chose était sûre. Elle devait retourner au restaurant Rosewood pour le découvrir. Grace démarra la voiture, essuya ses larmes du revers de la main et repartit, tournant le volant en direction du restaurant qu'elle venait de quitter peu de temps auparavant. Grace se gara devant le restaurant Rosewood pour la deuxième fois de la journée, le cœur battant à tout rompre, car elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'intérieur. Elle sortit de la voiture, se dirigea vers l'entrée et, dès qu'elle poussa la porte vitrée, elle comprit que quelque chose avait complètement changé. L'air à l'intérieur était lourd, presque irrespirable. Les clients étaient toujours assis, mais personne n'osait lever sa fourchette. Tous les regards étaient tournés dans la même direction. Megan se tenait cachée derrière la caisse enregistreuse, le visage blême. Tony Russo était sorti de la cuisine et était appuyé contre le mur, les bras croisés, les yeux fixés vers le centre du restaurant, avec un regard à la fois curieux et effrayé. Et Derek Mason, l'homme qui l'avait licencié avec une satisfaction suffisante moins d'une heure auparavant, se tenait maintenant raide comme une statue, le visage blanc comme du papier, le front couvert de sueur. Grace suivit la direction du regard de tout le monde, puis elle les vit. 3 hommes se tenaient au milieu du restaurant. Elle reconnut le premier immédiatement. Monsieur Grayson, le vieil homme aux cheveux argentés qu'elle avait sauvé pendant la tempête. Il portait maintenant un élégant costume gris, rien à voir avec la silhouette trempée et désemparée de la veille. À côté de lui se tenait un homme bâti comme un mur, vêtu d'un costume noir, portant des lunettes de soleil même à l'intérieur, clairement un garde du corps ou une sorte d'agent de sécurité. Mais l'homme dont Grace ne pouvait détourner le regard était celui qui se tenait au centre. Il mesurait environ 1,85 m, était solide et puissant, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé qui lui allait comme s'il avait été moulé sur son corps. Ses cheveux noirs étaient coupés courts et soignés. Son visage était anguleux. Sa mâchoire était aussi nette et dure qu'une lame. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux, d'un gris acier froid, tranchant comme des couteaux, fixés sur Derek avec un mépris si calme qu'il en était effrayant. Il y avait quelque chose chez cet homme que Grace ne pouvait pas exprimer avec des mots. Ce n'était pas seulement la confiance que donne la richesse. Ce n'était pas seulement l'autorité que confère le statut social. C'était le danger. Un danger primitif qui réveillait l'instinct de survie, qui donnait envie aux gens de reculer, de baisser la tête et de rester loin. Grace se figea dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas quoi faire. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne comprenait pas pourquoi monsieur Grayson était là. Elle ne comprenait pas qui était cet homme aux yeux gris. Puis Harold se retourna et la vit.
Son visage s'illumina et un sourire chaleureux se dessina sur ses lèvres, en totale contradiction avec l'atmosphère tendue qui régnait dans le restaurant. « Grace, dit-il en s'avançant vers elle, « Dieu merci, tu es revenue. » Grace ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Monsieur Grayson, pourquoi êtes-vous ici? » Harold s'arrêta devant elle, les yeux pleins de tendresse. « Je vous ai dit que je n'oublierai jamais votre gentillesse, et je tiens toujours mes promesses. » Puis il se tourna et tendit la main vers l'homme aux yeux gris. « Voici mon petit-fils, Luca Grayson, et nous. » Il regarda autour de lui dans le restaurant, puis croisa le regard de Derek. « Nous sommes les propriétaires de cet endroit. » Derek eut l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Il trébucha en arrière, sa jambe heurta une chaise qui s'écrasa sur le sol, mais il ne fit même pas l'effort de la relever. « Vous êtes le propriétaire, » balbutia-t-il, la voix tremblante. « Grayson Holdings. » Luca Grayson s'avança. Chaque pas résonnait lourdement et fermement sur le carrelage. Il ne regardait pas Derek. Il regardait Grace, et pendant un instant, la froideur de ses yeux gris s'adoucit, très légèrement, mais seulement pendant un instant. Puis il se tourna vers Derek, et ce seul regard suffit à faire trembler le gérant comme une feuille. « Vous êtes Derek Mason, » dit Luca d'une voix basse et froide. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Le gérant du Rosewood Diner, l'homme qui vient de licencier une employée qui travaillait ici depuis 3 ans parce qu'elle avait 10 minutes de retard. « Oui, enfin non, je veux dire, » bredouilla Derek, les yeux écarquillés, comme s'il cherchait une issue. « Je ne savais pas qu'elle avait sauvé votre grand-père. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. » « Tu ne l'aurais jamais fait. »« Quoi? » intervint Luca d'une voix tranchante comme l'acier. « Tu ne l'aurais jamais licenciée si tu avais su qu'elle avait sauvé mon grand-père. Cela signifie donc que tu n'es correct qu'avec les personnes qui ont du pouvoir. » Derek se tut, incapable de trouver une réponse. Il regarda Harold comme pour lui demander de l'aide. Mais le vieil homme se contenta de lui rendre un regard aussi froid que celui de son petit-fils. Grace restait là, ne comprenant toujours pas tout à fait ce qu'elle voyait. Elle regarda Harold, Luca, Derek qui tremblait devant eux, et une pensée commença à prendre forme dans son esprit. Le vieil homme qu'elle avait aidé la nuit dernière n'était pas un inconnu ordinaire. C'était le grand-père de l'un des hommes les plus puissants de Chicago. Et maintenant, son petit-fils se tenait là, dans le restaurant où elle venait d'être licenciée. Avec le regard de quelqu'un prêt à détruire quiconque oserait lui faire du mal, Luca Grayson fit un pas de plus vers Derek jusqu'à ce que la distance entre eux soit inférieure à 1 mètre. L'homme aux yeux gris mesurait près d'une demi-tête de plus que le gérant, et la différence de prestance entre eux était comme le ciel et l'abîme. L'un était un prédateur, l'autre une proie, tremblant en attendant son sort. « Je vais vous le demander une dernière fois, » dit Luca, d'une voix toujours basse et posée, mais qui portait le poids d'une sentence prononcée à haute voix. « Si vous aviez su que Mel Mitchell avait sauvé mon grand-père, vous ne l'auriez pas licencié. C'est exact. » Derek acquiesça machinalement, le front ruisselant de sueur. « Oui, c'est vrai, je ne l'aurais jamais fait. Cela signifie donc que vous ne respectez que les personnes qui ont du pouvoir, » conclut Luca froidement. « Vous vous fichez qu'elle ait travaillé ici pendant 3 ans sans prendre un seul jour de congé. Vous vous fichez qu'elle ait un petit enfant malade qui a besoin de médicaments. Vous vous fichez que 10 minutes de retard puissent avoir 1000 raisons légitimes. Vous vous souciez seulement de savoir si elle peut vous être utile ou non. Est-ce ainsi que vous traitez les êtres humains? » Derek ouvrit la bouche pour se défendre, mais Luca leva la main et le fit taire. Puis il se tourna vers Harold et lui fit un petit signe de tête. « Grand-père, raconte à tout le monde ce qui s'est passé hier soir. » Harold s'avança. Son regard balaya les clients assis, raides comme des pierres, Megan qui sanglotait silencieusement derrière le comptoir, Tony Russo, les bras croisés, l'air satisfait. Puis il s'arrêta sur Grace, debout près de la porte, stupéfaite et confuse. « Hier soir, commença Harold d'une voix claire et forte, ma voiture est tombée en panne sur la route au milieu d'une tempête. Dans la banlieue de Chicago, sans réseau téléphonique, sans circulation. J'ai 68 ans. Je suis resté debout sous la pluie pendant près d'1 heure, trempé et gelé, pensant que je devrais peut-être passer la nuit dehors. » Il fit une pause et regarda Grace avec une chaleur indéniable. Puis cette jeune femme s'est arrêtée. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle se moquait du prix de la Bentley ou de la marque de mon costume. Elle a seulement vu un vieil homme qui avait besoin d'aide.
Elle m'a emmené chez elle, un petit appartement avec un réfrigérateur presque vide, et elle a partagé avec moi le dernier bol de nouilles qui se trouvait dans sa cuisine. Harold s'est tourné vers Derek et son regard s'est assombri. Le dernier bol de nouilles. Elle n'avait rien et pourtant elle a donné. Et toi? Tu avais tout le pouvoir dans ce restaurant et tu as choisi de l'utiliser pour écraser une femme parce qu'elle avait 10 minutes de retard. Sais-tu pourquoi elle était en retard? Parce que la nuit dernière, elle m'a sauvé. Parce que ce matin, son enfant a eu une crise d'asthme. Parce que la batterie de sa voiture était à plat après avoir fait fonctionner le chauffage pour moi toute la nuit. Tout cela est arrivé parce qu'elle a choisi de faire quelque chose de bien. Et vous? Comment l'avez-vous remerciée? En la renvoyant, en l'humiliant devant des dizaines de personnes. Derek resta muet, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. Il savait qu'il avait tort. Il savait qu'il était sur le point de perdre sa carrière. Peut-être plus que cela si les rumeurs concernant Luca Grayson étaient vraies. Luca laissa son regard vagabonder dans le restaurant. Puis il prit la parole. Je suis Luca Grayson, propriétaire de Grayson Holdings, la société qui détient ce restaurant Rosewood. J'ai une annonce à faire. Il regarda Grace et, pour la première fois depuis son arrivée, le coin de sa bouche se releva légèrement. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais il n'était plus aussi glacial. Grace Mitchell est réintégrée avec effet immédiat. Et ce n'est pas tout. À compter d'aujourd'hui, elle est promue responsable de l'équipe de nuit du Rosewood Diner. Un murmure parcourut la salle. Megan porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés de surprise, puis brillants de larmes de joie. Tony Russo hocha la tête, un rare sourire illuminant son visage habituellement impassible. Quelques clients commencèrent à applaudir, timidement au début, puis les applaudissements se propagèrent dans tout le restaurant. Grace resta figée. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. 15 minutes plus tôt, elle pleurait dans sa voiture, se demandant comment elle allait acheter les médicaments de son fils. Et maintenant, elle avait retrouvé son emploi. Elle avait été promue par l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré. Je ne sais pas quoi dire, balbutia Grace. Je ne suis qu'une serveuse. Je n'ai aucune expérience en gestion. Luca s'approcha d'elle, ses yeux gris rivés sur les siens. Vous avez quelque chose de plus important que l'expérience, dit-il d'une voix toujours basse, mais plus douce maintenant. Vous avez de la gentillesse. Vous savez traiter les gens comme des êtres humains. Tout le reste s'apprend, mais la gentillesse ne s'enseigne pas. Puis il se tourna vers Derek et sa douceur disparut aussitôt, remplacée par de la glace. Et vous, Monsieur Mason, vous resterez directeur de jour pour l'instant, mais uniquement parce que je veux que vous voyiez exactement comment fonctionne un vrai leader. À partir de maintenant, vous m'enverrez vos rapports directement chaque semaine et mon équipe surveillera chaque mouvement qui passe par cette caisse. Mais à partir de maintenant, vous m'enverrez vos rapports directement chaque semaine. Et si j'entends encore une fois quelque chose comme ça, si vous osez traiter un autre employé comme vous l'avez traité. Luca fit une pause et pencha la tête, regardant Derek avec le calme d'un prédateur. La prison sera le meilleur endroit où vous pourrez espérer aller. Derek acquiesça comme une machine, le visage pâle comme un fantôme, les lèvres tremblantes, incapable de former des mots. Il comprenait parfaitement. Luca Grayson n'était pas un homme qui proférait des menaces en l'air, et ses avertissements n'étaient jamais vains. Oui, Monsieur Grayson, parvint à dire Derek, la voix brisée. Je comprends. Je suis désolé. Je ne referai plus jamais cette erreur. Luca ne lui accorda pas un autre regard. Il se retourna vers Grace, lui fit un léger signe de tête, puis se dirigea vers Harold. Les applaudissements résonnaient encore dans le restaurant, et pour la première fois depuis longtemps, Grace Mitchell avait l'impression de pouvoir respirer. La première semaine en tant que responsable de l'équipe de nuit de Rosewood Diner fut une semaine pleine d'épreuves pour Grace. Elle entra dans le petit bureau à l'arrière du restaurant, la pièce où seul Derek avait le droit d'entrer auparavant, et elle se sentit comme une étrangère. Sur le bureau s'empilaient des factures, des registres comptables, les horaires des employés et une douzaine d'autres choses qu'elle n'avait jamais été autorisée à toucher au cours de ses 3 années en tant que serveuse. Ce premier jour, elle ne savait presque pas par où commencer. Elle resta assise à fixer l'écran de l'ordinateur, essayant de comprendre un système de gestion qu'elle n'avait jamais appris à utiliser. Megan entra,
vit Grace se tordre les cheveux de frustration et rit en s'affalant sur la chaise à côté d'elle. « Je vais te montrer, » dit Megan. « Je suis ici depuis longtemps. Je sais comment fonctionne ce système. » C'est ainsi que Megan est devenue le guide de Grace à ses débuts. La jeune femme de 24 ans a patiemment guidé Grace étape par étape, de la saisie des commandes à la vérification des stocks, en passant par l'élaboration du planning hebdomadaire du personnel. Tony Russo a également apporté son aide, à sa manière. Il a enseigné à Grace le fonctionnement de la cuisine, la manière de vérifier la qualité des ingrédients et les détails à surveiller lorsqu'on gère un restaurant. Grace a appris vite, plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Peut-être parce qu'elle avait observé pendant 3 ans en tant que serveuse, qu'elle avait vu suffisamment de choses pour comprendre comment cela fonctionnait, qu'elle avait vu suffisamment d'erreurs de Derrick pour savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Elle a commencé par de petits changements. Elle a réorganisé le planning afin que tout le monde ait des pauses plus raisonnables. Elle écoutait lorsqu'un employé avait un problème au lieu de crier comme le faisait Derrick. Elle félicitait les gens lorsqu'ils faisaient du bon travail au lieu de traiter le bon travail comme si c'était tout simplement normal. Et elle n'humiliait jamais personne devant les clients. Le changement fut progressif mais indéniable. L'atmosphère dans le restaurant se détendit. La tension commença à s'estomper. Le personnel se mit à rire davantage et à travailler plus facilement. Megan n'avait plus à se recroqueviller dans un coin chaque fois qu'une petite erreur se produisait. Tony Russo se mit à siffler dans la cuisine, ce qu'il n'avait jamais fait lorsque Derrick était aux commandes. Et les clients le remarquèrent également. Ils étaient servis avec des sourires plus sincères, avec une chaleur qui ne semblait pas forcée. Quelques habitués ont commencé à demander à Grace comment elle allait, lui disant que le restaurant était plus agréable qu'avant. Mais le plus important pour Grace n'était pas son travail. C'était Oliver. Avec le salaire d'une gérante, elle pouvait aller chercher son fils plus tôt chaque soir. Elle n'avait plus besoin de travailler jusqu'à minuit et de rentrer chez elle alors que son enfant était déjà endormi. Désormais, elle pouvait ramener Oliver à la maison à 19 heures, lui préparer à manger et lui lire des histoires avant de le coucher, pour la première fois depuis 4 ans. Elle pouvait faire les choses simples qu'une mère ordinaire fait. Et les médicaments, mon Dieu, les médicaments. Le jour de sa première paye, Grace s'est rendue directement à la pharmacie et a acheté le meilleur médicament contre l'asthme pour Oliver, celui que le médecin avait recommandé il y a longtemps, mais qu'elle n'avait jamais pu se permettre. Quand elle tint la boîte entre ses mains, elle dut retenir ses larmes au milieu de la pharmacie. Ce soir-là, après avoir donné son médicament à Oliver et lui avoir lu une histoire, Grace s'assit à côté de son lit et le regarda dormir. La respiration d'Oliver était régulière. Il n'y avait plus cette agitation qui avait marqué tant de nuits auparavant. Son visage était calme, ses lèvres légèrement incurvées, comme s'il rêvait de quelque chose de joyeux. Grace resta assise là longtemps à le regarder. 4 ans. 4 ans à lutter chaque jour, à s'inquiéter chaque nuit, sans jamais savoir ce que demain lui réservait. 4 ans à se forcer à croire que les choses allaient s'améliorer, même lorsque la réalité ne cessait de la rabaisser. Et maintenant, pour la première fois en 4 ans, elle avait de l'espoir. Un véritable espoir, pas celui fragile qu'elle s'était inventé pour survivre. Elle avait un bon travail, un revenu stable et la possibilité de subvenir aux besoins de son fils. Elle avait de bons collègues. Elle avait Harold, qui passait parfois au restaurant pour prendre de ses nouvelles, comme l'aurait fait un grand-père. Et elle avait un avenir, chose à laquelle elle n'avait pas osé penser depuis très longtemps. Grace se pencha, embrassa Oliver sur le front et murmura « Je te promets, mon chéri, que tout ira mieux. Je te le promets. » Dehors, la nuit de Chicago était paisible, et pour la première fois depuis longtemps, Grace Mitchell dormit profondément, sans rêve. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Grace avait pris le poste de responsable de nuit. Elle s'était habituée au rythme du travail, avait mémorisé les procédures jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature, et elle commençait à se montrer plus confiante dans la gestion du restaurant. Mais alors qu'elle commençait à comprendre le fonctionnement réel du Rosewood Diner, elle sentit également que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, après la fermeture du restaurant et le départ de tout le personnel, Grace resta dans le petit bureau pour vérifier les comptes. C'était l'une des responsabilités qu'elle était encore en train d'apprendre, et elle voulait être sûre de tout comprendre avant d'envoyer son rapport hebdomadaire à Luca, comme il le lui avait demandé. Elle ouvrit le fichier des recettes de la semaine précédente et commença à le comparer à l'utilisation des stocks.
Au début, elle pensa avoir fait une erreur. Elle recalcula une fois, puis une autre, mais les chiffres ne correspondaient toujours pas. Selon le système, le restaurant avait vendu 320 assiettes de petit déjeuner la semaine précédente, mais la consommation d'œufs enregistrée correspondait à plus de 400 assiettes. Elle vérifia les autres articles. Pain, bacon, fromage. Tous présentaient le même problème. La consommation d'ingrédients enregistrés était toujours supérieure au nombre de repas vendus. Grace fronça les sourcils et ouvrit le fichier des coûts. Elle compara les prix d'achat indiqués avec les prix du marché qu'elle connaissait pour ses propres achats. Certains articles étaient nettement plus chers. Quelques-uns dépassaient même de 30% leur prix normal. Soit le fournisseur escroquait le restaurant, soit quelqu'un gonflait délibérément les coûts. Elle passa ensuite au tiroir caisse. Chaque soir avant la fermeture, l'argent encaissé pendant la journée était compté et inscrit dans le registre. Grace a comparé le montant enregistré dans le registre aux recettes déclarées par le système et a constaté un léger écart d'environ 50 $. Ce n'était pas beaucoup, mais au fil des jours, des semaines et des mois, cela finissait par représenter une somme importante. Elle a feuilleté les registres des semaines et des mois précédents. L'écart apparaissait encore et encore. Parfois 40 $, parfois 60, parfois 80. Jamais assez important pour attirer l'attention, mais jamais absent non plus. Grace resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle ne voulait pas penser à ce que ces chiffres suggéraient. Elle ne voulait pas croire que quelqu'un dans le restaurant volait. Mais les chiffres ne mentent pas. Les recettes ne correspondaient pas au stock. Les coûts étaient gonflés. Il manquait systématiquement de l'argent. Tous les indices pointaient dans la même direction. Quelqu'un détournait de l'argent. Mais qui? Et où étaient les preuves? Grace sortit un petit carnet et commença à écrire soigneusement. Elle nota chaque chiffre irrégulier, chaque poste de dépense suspect, chaque cas de manque d'argent. Elle ne voulait accuser personne sans preuve tangible. Elle avait déjà été victime d'une injustice. Elle avait été licenciée pour une raison qui n'était pas juste. Et elle refusait de faire la même chose à quelqu'un d'autre. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer cela. Ce restaurant appartenait à Grayson Holdings. C'était l'endroit que Luca et Harold lui avaient confié pour qu'elle le gère. Si quelqu'un volait, elle avait la responsabilité de le découvrir. Grace ferma son ordinateur portable et glissa le carnet dans son sac à main. Elle avait besoin de plus de temps. Elle devait observer de plus près pour rassembler des preuves plus claires avant de tirer des conclusions. Mais au fond d'elle-même, elle avait déjà un soupçon, un nom qui lui trottait dans la tête et qu'elle ne voulait pas admettre. Derek Mason. 3 jours après avoir remarqué les irrégularités dans les comptes, Grace décida de vérifier les caméras de sécurité. Le restaurant Rosewood disposait de 3 caméras, une au-dessus de la caisse enregistreuse, une dans la cuisine et une à l'entrée. Le système stockait les images pendant 90 jours avant de les effacer automatiquement, ce qui était largement suffisant pour que Grace puisse revoir ce qui s'était passé au cours des 3 derniers mois. Elle attendit que le restaurant soit fermé, que tous les employés soient rentrés chez eux, puis elle s'assit devant l'ordinateur et ouvrit le logiciel de surveillance. Elle commença par la semaine précédente, avançant rapidement jusqu'à l'heure de fermeture. Lorsque Derek s'est retrouvé seul, comme d'habitude, pour vérifier le coffre-fort et qu'elle l'a vu à l'écran, l'image était aussi claire que le jour. Derek Mason se tenait devant le coffre-fort, l'ouvrait et comptait soigneusement l'argent. Puis il regardait autour de lui pour s'assurer que personne n'était là et glissait une liasse de billets dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il le faisait avec aisance, comme un homme qui l'avait fait 100 fois. Grace eut l'impression que son cœur était serré dans un étau. Elle rembobina la vidéo, la regarda encore et encore pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Mais non, cela ne faisait aucun doute. Derek Mason volait dans le restaurant, où elle continua à regarder les vidéos des autres jours, des autres semaines, des autres mois. Et à chaque fois, la même scène se reproduisait. Derek se tenait devant le coffre-fort, comptait l'argent, regardait autour de lui et glissait l'argent dans sa poche. Parfois, c'était 50 $, parfois 70. Une fois, il avait même pris 100 $. Il ne prenait jamais trop d'argent à la fois. Il était assez intelligent pour ne pas attirer l'attention, mais assez régulier pour que le montant total finisse par atteindre une somme considérable au fil du temps. Grace sortit son carnet et commença à calculer. Elle nota chaque fois que Derek prenait de l'argent, chaque montant qu'elle pouvait estimer
en fonction de l'épaisseur de la liasse qu'il glissait dans sa poche. Après avoir regardé les images et fait ses calculs pendant près de 2 heures, elle arriva à un chiffre. Au moins 5 000 $ en 3 mois, peut-être plus si elle comptait les dépenses gonflées qu'elle n'avait aucun moyen de confirmer à l'aide des caméras. Grace resta immobile, fixant le chiffre dans son carnet, un poids lourd s'installant dans sa poitrine. 5 000 $. Cela aurait pu payer son loyer pendant 8 mois. Cela aurait pu acheter les médicaments contre l'asthme d'Oliver pendant 2 ans. Cela aurait pu changer la vie de tant d'employés qui luttaient chaque mois pour payer leurs factures. Et Derrick avait pris cet argent avec désinvolture, comme si c'était son droit. Elle songea à confronter Derrick directement, mais elle rejeta presque immédiatement cette idée. Il nierait tout et pourrait même essayer de retourner l'accusation contre elle. Elle envisagea d'appeler discrètement la police, mais il s'agissait d'une propriété de Grayson Holdings et qu'elle n'avait pas le pouvoir de le faire de son propre chef. Il ne lui restait qu'une seule option, le signaler directement à Luca Grayson. Grace fixait l'écran de l'ordinateur où l'image figée montrait toujours Derrick debout devant le coffre-fort. Elle savait que si elle le signalait, Derrick perdrait son emploi et pourrait même être poursuivi en justice. Elle savait qu'il la détesterait pour cela, qu'il la considérerait comme une ennemie. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'honnêteté, de la confiance que Luca et Harold lui avaient accordée, de la responsabilité qui incombait à un manager. Et plus que tout, il s'agissait de faire ce qui était juste. Grace prit son téléphone et trouva le numéro de Luca Grayson dans ses contacts. Elle fixa son nom pendant un long moment, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'appel. Puis elle se souvint de ce qu'elle avait dit à Oliver, que faire ce qui était juste importait plus que faire ce qui était facile. Elle appuya sur le bouton d'appel. Après 2 sonneries, quelqu'un répondit. Grace Mitchell. La voix de Luca Grayson était grave et froide, comme toujours. Quelque chose ne va pas? Grace prit une inspiration pour se calmer. Monsieur Grayson, je dois vous voir. Il y a quelque chose d'important à propos du Rosewood Diner que vous devez savoir. Luca Grayson fixa un rendez-vous avec Grace le lendemain matin dans un petit café situé à quelques pâtés de maison du Rosewood Diner. Lorsque Grace arriva, il était déjà là, assis dans un coin sombre, avec James qui montait la garde à ses côtés. Luca portait une chemise noire sans cravate, une main autour d'une tasse de café noir, ses yeux gris la suivant du regard alors qu'elle entrait, avec une expression à la fois curieuse et prudente. Grace s'assit en face de lui et posa son ordinateur portable et son petit carnet sur la table. Son cœur battait plus vite que d'habitude, non seulement à cause de ce qu'elle s'apprêtait à dire, mais aussi à cause de l'homme assis en face d'elle. Luca Grayson dégageait une sorte d'autorité naturelle qui rendait difficile de rester calme en sa présence. « Mademoiselle Mitchell, » dit Luca d'une voix basse et posée, « vous avez dit que c'était important. Je vous écoute. » Grace prit une profonde inspiration et commença. Monsieur Grayson, dans le cadre de mon travail, j'ai constaté plusieurs irrégularités dans les registres du Rosewood Diner. Les recettes ne correspondent pas à l'utilisation des ingrédients. Les coûts d'approvisionnement semblent gonfler et l'argent dans le coffre-fort est systématiquement en déficit. Luca ne dit rien. Il inclina légèrement la tête, l'invitant à continuer. Grace ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers lui. Voici les images de vidéosurveillance. J'ai examiné les 3 derniers mois. Elle appuya sur « Play ». À l'écran, Derrick Mason ouvrait le coffre-fort, comptait l'argent, jetait un coup d'œil autour de lui et glissait les billets dans la poche intérieure de sa veste. C'était clair comme de lien de roche. Grace montra plusieurs autres clips à Luca, chacun provenant d'un jour différent, mais montrant le même acte à chaque fois. D'après mes calculs, dit Grace en ouvrant son cahier, au moins 5 000 $ ont été volés au cours des 3 derniers mois, rien qu'en espèces. Si l'on ajoute les coûts d'approvisionnement gonflés, le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Luca regarda l'écran, puis les notes manuscrites de Grace, puis leva les yeux vers son visage. Ses yeux gris ne laissaient transparaître aucune émotion particulière, mais Grace sentait que quelque chose bougeait derrière eux. « Savez-vous ce que vous faites ?» demanda Luca, d'une voix toujours calme, mais empreinte d'une étrange gravité. Grace hésita. « Je signale des actes répréhensibles, » répondit-elle. « Non, » répondit Luca en secouant légèrement la tête. « Je vous demande si vous savez ce que vous faites. Vous accusez quelqu'un qui pourrait se venger. Vous vous mettez en danger.
Derek Mason n'a peut-être pas mon pouvoir, mais il peut quand même te rendre la vie beaucoup plus difficile. Y as-tu pensé? Grace resta silencieuse pendant un moment. Elle y avait pensé. Elle était restée éveillée toute la nuit, pesant les conséquences. Mais au final, sa réponse n'avait pas changé. J'ai un fils de 5 ans, dit Grace d'une voix douce mais ferme. Je veux lui apprendre qu'il est plus important de faire ce qui est juste que de faire ce qui est facile. Je ne peux pas regarder mon enfant dans les yeux et lui parler d'honnêteté si je reste silencieuse face à la malhonnêteté. Je sais que cela pourrait m'attirer des ennuis, mais si je ne le fais pas, je ne serai pas la personne que je veux que mon fils suive. Luca l'observa et quelque chose dans son regard changea subtilement. La froideur habituelle de son expression sembla s'atténuer, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du respect ou peut-être à de la surprise. Vous êtes vraiment différente, Grace Mitchell, dit-il après un moment. La plupart des gens choisiraient le silence. La plupart des gens se diraient que cela ne les concerne pas. Mais pas vous. Ce n'est pas la première fois que vous me surprenez. Grace ne savait pas quoi dire. Elle resta simplement assise là et attendit. Lucas se tourna vers James et lui fit un petit signe de tête. Appelez l'équipe des enquêtes financières. Je veux qu'ils vérifient tous les registres du Rosewood Diner des 2 dernières années. Chaque transaction, chaque facture, chaque dépense et qu'ils contactent les fournisseurs pour confirmer les prix réels. James acquiesça et sortit pour passer l'appel. Lucas regarda Grace. Vous avez bien fait, dit-il. À partir de maintenant, ne confrontez pas Derek directement. Ne lui laissez pas savoir que vous soupçonnez quelque chose. Je m'en occupe. Grace acquiesça. Je comprends. Encore une chose, dit Lucas en la regardant droit dans les yeux. Si Derek fait quoi que ce soit qui vous menace, vous ou votre fils, appelez-moi immédiatement. De jour comme de nuit, vous comprenez? Grace plongea son regard dans ses yeux gris et froids qui, étrangement, la rassuraient. Elle acquiesça. Je comprends. Merci, Monsieur Grayson. Luca ne dit rien d'autre. Il se contenta de hocher légèrement la tête et de regarder par la fenêtre. Mais Grace aurait juré avoir vu un léger sourire se dessiner au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Une semaine s'écoula après que Grace eut tout rapporté à Luca, et Derek Mason commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais son instinct de survie, aiguisé au fil des années passées dans le monde interlope des affaires, sonnait l'alarme. Le changement commença dès l'instant où Luca Grayson se mit à fréquenter plus souvent le restaurant Rosewood. Auparavant, le propriétaire n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit, se contentant d'accepter les rapports par email et d'appeler lorsque cela était nécessaire. Mais désormais, les choses avaient changé. Luca venait presque tous les jours, parfois le matin, parfois l'après-midi, s'asseyait dans un coin avec une tasse de café et observait. Ce qui dérangeait le plus Derek, c'était que Luca ne lui adressait jamais la parole. Chaque fois que Derek s'approchait, prêt à le saluer ou à lui donner des nouvelles, Luca se contentait de lui adresser un signe de tête froid et détournait le regard comme si Derek n'existait pas. Pourtant, ce même homme parlait à Grace Mitchell, lui demandait comment avançait le travail et lui souriait même, un sourire que Derek n'avait jamais vu sur ce visage glacial. Puis des inconnus ont commencé à apparaître. Ils entraient dans le restaurant, commandaient des boissons, restaient assis pendant des heures et feuilletaient d'épais dossiers. Une fois, Derek s'est penché par-dessus l'épaule de l'un d'eux et a vu des colonnes de chiffres familières, des chiffres provenant des registres du Rosewood Diner. Son cœur a semblé s'arrêter de battre. Il menait une enquête et Derek savait que s'il creusait suffisamment, il serait démasqué. Ce soir-là, après la fin du service de Grace, Derek a attendu dans le parking derrière le restaurant. Il s'est appuyé contre sa voiture, les bras croisés, le visage sombre dans la nuit. Lorsque Grace sortit par la porte arrière et se dirigea vers sa vieille Honda Civic, il s'avança et lui barra le chemin. Grace s'arrêta brusquement, le cœur battant à tout rompre lorsqu'elle reconnut la silhouette familière. Miss Mason. Derek s'approcha, suffisamment près pour que Grace puisse voir la haine dans ses yeux. « Qu'as-tu dit à Grayson ?» demanda-t-il d'une voix rauque, semblable à un grognement. Grace lutta pour garder un visage impassible, même si la peur lui serrait la poitrine. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne faites pas l'innocente, Mitchell. » Derek s'approcha encore, la coinçant dans l'espace étroit entre deux voitures. « Je sais ce que vous faites.
Je sais que vous essayez de me détruire. Qui pensez-vous être pour vous opposer à moi? Je fais simplement mon travail, répondit Grace, la voix légèrement tremblante mais ferme. Si tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien à craindre. Derek eut un petit rire glacial. Tu penses pouvoir me battre? Tu n'es qu'une petite serveuse chanceuse. Le propriétaire a décidé de me remarquer. Je suis ici depuis 3 ans. Je connais chaque recoin de cet endroit. Si tu ouvres la bouche et dis un mot de plus, je ferai en sorte que ta vie et celle de ton petit garçon deviennent un enfer. Au moment où il mentionna Oliver, quelque chose s'alluma en Grace. La peur s'évanouit, remplacée par la fureur d'une mère protégeant son enfant. Elle s'avança, fixant Derek du regard. « Vous menacez mon fils. » Sa voix devint si froide que même Derek hésita. « Pour qui vous prenez-vous? Que pensez-vous pouvoir me faire? J'ai survécu pendant 4 ans sans l'aide de personne, j'ai élevé mon enfant seul et je suis toujours là. Tu crois que j'ai peur d'un voleur comme toi? » Derek ouvrit la bouche pour répondre, mais Grace lui tourna le dos et s'éloigna sans le regarder. Elle monta dans sa voiture, démarra le moteur et partit, laissant Derek seul dans l'obscurité, le visage déformé par la colère et la peur. 2 jours plus tard, James Cole frappa à la porte du bureau de Luca à la Grayson Tower. Il portait un épais dossier contenant une clé USB remplie de preuves. « Patron, les enquêteurs ont terminé, » dit James en posant le dossier sur le bureau. « C'est pire que ce que nous pensions. Derek Mason ne s'est pas contenté de détourner de l'argent. Il a gonflé les coûts, pris des pots de vin auprès des fournisseurs et même créé de fausses factures. Le total qu'il a pris au cours des 2 dernières années. » James marqua une pause, comme s'il n'arrivait pas à croire lui-même ce chiffre. C'est plus de 50 000 $. Luca resta silencieux, les yeux gris fixés sur le dossier, puis se tournant vers la fenêtre d'où l'on voyait s'étendre la ligne d'horizon de Chicago. Il a également menacé Mlle Mitchell hier soir, poursuivit James. J'avais demandé à quelqu'un de la surveiller, comme vous. Il l'a bloquée dans le parking et l'a menacée, elle et son fils. Luca se retourna et, à ce moment-là, James vit quelque chose de dangereux briller dans les yeux gris et froids de son patron. Lundi, dit Luca d'une voix basse et ferme, convoquez tout le personnel du Rosewood Diner et faites venir la police à 9h30. Nous mettrons fin à tout cela lundi matin. Le Rosewood Diner ferma temporairement sous prétexte d'une réunion interne. Tout le personnel fut convoqué à 9h, du cuisinier Tony Russo à Megan, les 2 employés à temps partiel, en passant par Derek Mason lui-même. Lorsque Grace entra, elle vit Luca debout au milieu de la pièce, avec Harold et James à ses côtés. Sur la table se trouvait un ordinateur portable ouvert, son écran tourné vers la foule. L'atmosphère dans le restaurant était lourde, suffocante, comme si une tempête allait éclater. Derek se tenait près de la caisse enregistreuse, le visage plus pâle que d'habitude. Il sentait que quelque chose allait se passer depuis plusieurs jours, et maintenant qu'il voyait la file d'attente devant lui, il savait que son instinct ne l'avait pas trompé. Il essayait néanmoins de garder son sang-froid. Il se tenait droit, comme s'il n'avait rien à craindre. « Merci à tous d'être venus », commença Luca, sa voix résonnant dans le restaurant plongé dans un silence absolu. « J'ai une annonce importante à faire. Lors d'un contrôle interne, nous avons découvert de graves irrégularités financières impliquant le Rosewood Diner. » Derek s'éclaircit la gorge, essayant d'intervenir. « Monsieur Grayson, s'il y a un problème avec les comptes, je peux vous expliquer. Je ne vous ai pas donné la permission de parler. » Luca l'interrompit, ses yeux gris fixés sur Derek avec une froideur qui rendait la pièce encore plus glaciale. « Vous aurez l'occasion de vous expliquer, mais pas maintenant. » Luca fit un signe de tête à James. James s'approcha de l'ordinateur portable et appuya sur « Play ». Sur l'écran, les images de vidéosurveillance apparurent, claires comme de l'eau de roche. Derek Mason se tenait devant le coffre-fort, l'ouvrait, comptait l'argent, jetait un coup d'œil autour de lui puis glissait une liasse de billets dans la poche intérieure de sa veste de costume. Le clip suivant, un autre jour, le même acte, puis un autre clip et encore un autre. Chaque vidéo était une preuve indéniable. Chaque image était un nouveau clou enfoncé dans le cercueil de la carrière de Derek Mason. Megan porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés de stupeur. Tony Russo se tenait les bras croisés, hochant la tête comme s'il s'en doutait depuis longtemps, mais n'avait jamais eu de preuves. Les 2 employés à temps partiel se regardèrent, ne sachant pas comment réagir. Et Derek, le visage passant du pâle au rouge furieux, la peur et la rage se mêlant.
Au cours des 2 dernières années, dit Luca d'une voix calme, comme s'il lisait la météo, Derek Mason a détourné plus de 100 000 dollars du restaurant Rosewood. Il ne s'est pas contenté de voler de l'argent dans le coffre-fort. Il a gonflé les dépenses, accepté des pots de vin illégaux de la part de fournisseurs et créé de fausses factures. Toutes les preuves ont été rassemblées et seront remises aux autorités compétentes. C'est un mensonge, explosa Derek, la voix aiguë de panique. Ces vidéos sont fausses. Quelqu'un a monté tout ça pour me ruiner. Il se tourna vers Grace, les yeux brûlants de haine. C'est elle. C'est toi, n'est-ce pas, Mitchell? Tu as tout manigancé. Tu voulais mon poste, alors tu as tout inventé. Grace resta immobile, sans rien dire. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Mademoiselle Mitchell n'a rien mis en scène, dit Luca en s'avançant pour se placer entre Derek et Grace. Elle a simplement découvert la vérité et me l'a rapportée comme l'aurait fait n'importe quel employé honnête. Vous, en revanche, vous avez utilisé votre position pour me voler mon argent pendant 2 ans. Vous n'avez pas le droit de blâmer qui que ce soit d'autre. À ce moment-là, la porte du restaurant s'ouvrit. 2 agents en uniforme entrèrent, suivis d'un homme en civil que Grace supposa être un détective. James les avait appelés à l'avance, comme Luca le lui avait demandé. Derek Mason, le détective, déclara « Je suis le détective Rodriguez du département de police de Chicago. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » « Non !» s'écria Derek en trébuchant en arrière. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne vous laisserai pas faire. » Il se tourna vers Grace, les yeux exorbités comme ceux d'un animal acculé. « Tu vas payer pour ça, Tom Mitchell. Toi et ton petit garçon, vous allez payer. Je ne te laisserai pas t'en tirer. » Avant que Derek ne puisse faire un pas de plus vers Grace, Luca se plaça devant elle. Il était presque une tête plus grand que Derek, et sa présence était comme un mur d'acier. « Si jamais tu lèves la main sur elle ou sur son enfant, dit Luca d'une voix basse et glaciale, la prison sera l'endroit le plus sûr où tu puisses espérer te retrouver. Je te le promets. » Derek plongea son regard dans les yeux gris de Luca et y vit quelque chose qui lui glaça le sang. Ce n'était pas une menace en l'air, c'était la promesse d'un homme suffisamment puissant et impitoyable pour obtenir tout ce qu'il voulait. Derek déglutit péniblement. La folie dans ses yeux s'estompa, remplacée par une peur pure. Les policiers s'interposèrent et lui passèrent les menottes. Le cliquetis métallique des menottes se refermant sur ses poignets résonna dans le silence du restaurant, comme le bruit du destin claquant la porte de sa vie. Derek fut conduit dehors, la tête baissée. L'arrogance de tout à l'heure avait disparu. En passant devant Grace, il s'arrêta une seconde et lui lança un regard de haine pure. Mais Grace n'avait pas peur. Elle se tenait droite, le regardant dans les yeux, sans rien dire. Elle n'en avait pas besoin. Justice avait été faite. La porte du restaurant se referma derrière Derek et un nouveau chapitre pour le Rosewood Diner commença officiellement. Dans le restaurant, un soupir collectif sembla s'échapper. Megan se précipita vers Grace et la serra dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Tony Russo fit un signe de tête à Grace, un geste rare de respect de la part d'un homme peu loquace. Et Luca Grayson se tenait là, ses yeux gris fixés sur Grace, avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, mais qui exprimait du respect. Elle exprimait de l'admiration et peut-être même quelque chose de plus. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Derek Mason avait été arrêté et le Rosewood Diner avait été transformé de fond en comble. Une nouvelle enseigne avait été installée avec les mots « Rosewood Diner » où la gentillesse est servie. À l'intérieur, l'espace avait été rafraîchi avec de nouvelles chaises, un éclairage plus chaleureux et des photos sur les murs, des photos d'employés et de clients familiers qui se sentaient comme chez eux. Le restaurant était désormais rempli de rires et de conversations, mêlé à l'odeur réconfortante de la bonne cuisine. Grace Mitchell était désormais la directrice générale du Rosewood Diner. Elle n'avait plus à choisir entre les équipes de jour et de nuit, car elle supervisait toutes les opérations. Sous sa direction, le chiffre d'affaires avait augmenté de 40% par rapport à la même période l'année précédente. Les clients revenaient non seulement parce que la nourriture était bonne, mais aussi parce qu'ils pouvaient sentir la différence dans la façon dont le personnel traitait les gens. Dans la chaleur qui emplissait la salle, Megan était devenue chef d'équipe, désormais confiante,
rayonnante comme jamais auparavant. Tony Russo était toujours au fourneau, mais il avait désormais 2 commises de cuisine et pour la première fois, il avait enfin le temps de respirer et de créer de nouveaux plats. Tous les employés avaient reçu une augmentation de 15%, comme Luca l'avait promis, et plus personne ne vivait dans la crainte d'être réprimandé ou menacé. Mais le plus grand changement ne s'était pas produit à l'intérieur du restaurant. Il concernait la vie de Grace. Grâce à son nouveau salaire, elle avait pu quitter son appartement exigu et vieillissant pour louer un 2 pièces dans un quartier plus agréable. Le nouvel appartement avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer le soleil du matin, un petit balcon où elle pouvait faire pousser quelques pots de fleurs. Et surtout, Oliver avait sa propre chambre. Il l'avait décorée avec des dessins de dinosaures et des photos de lui avec sa mère. Et chaque soir avant de se coucher, il disait que c'était la plus belle chambre du monde. Oliver avait maintenant 6 ans et était en bien meilleure santé grâce à un meilleur traitement contre l'asthme et une alimentation équilibrée. Il était en CP dans une école privée qui proposait un programme artistique solide, où son talent pour le dessin était encouragé et cultivé. Chaque semaine, il ramenait à la maison de nouvelles œuvres d'art, et Grace les accrochait toutes au mur du salon, comme dans un musée miniature. Elle regardait son fils courir, rire, dessiner et parler de ses amis à l'école. Grace avait parfois l'impression de vivre un rêve qu'elle n'avait pas osé imaginer pendant ces 4 années difficiles. Harold Grayson était devenu une partie essentielle de leur vie. Il venait au Rosewood Diner presque tous les jours, s'asseyait à sa table habituelle dans le coin, commandait un café noir et des toasts, et restait des heures à regarder, à discuter avec Grace lorsqu'elle avait un moment pour jouer avec Oliver. Quand Grace venait le chercher après l'école et l'emmenait au restaurant, Oliver l'appelait Grand-père Harold, et chaque fois que Harold entendait ce nom, ses yeux s'illuminaient de bonheur. Harold avait un petit-fils, mais Luca était trop occupé, trop distant pour lui offrir la proximité à laquelle Harold aspirait. Avec Oliver, Harold ressentait à nouveau un amour inconditionnel, quelque chose qui lui manquait depuis la mort de sa femme. Et puis, il y avait Luca. La relation entre Grace et Luca était la plus compliquée de toutes. Il était toujours froid, toujours silencieux, toujours porteur de ce danger indéniable chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Mais avec Grace, il était différent. Il lui posait des questions sur son travail, sur Oliver, sur les choses qui lui posaient des difficultés. Il apparaissait quand elle s'y attendait le moins, apportant parfois un petit jouet pour Oliver, parfois simplement s'asseyant avec une tasse de café et la regardant s'affairer dans le restaurant pendant qu'elle travaillait. Ses yeux gris acier restaient glacés lorsqu'il regardait les autres, mais lorsqu'ils se posaient sur Grace, ils avaient quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. Grace ne savait pas comment qualifier ce qui existait entre eux. Ce n'était peut-être pas de l'amour au sens ordinaire du terme, sans rose ni déclaration d'amour, mais c'était de la camaraderie. C'était du respect. C'était un sentiment de sécurité qu'elle n'avait plus ressenti avec personne depuis le départ de Ryan. Luca ne faisait pas de grandes promesses. Il ne parlait pas avec des mots fleuris, mais il était toujours là quand elle avait besoin de lui. Et parfois, c'était tout ce dont une personne avait vraiment besoin. Un après-midi de fin d'automne, alors que la lumière du soleil coulait comme du miel sur Chicago, Grace se tenait à l'entrée du Rosewood Diner et regardait Oliver courir vers Harold, qui attendait à leur table habituelle dans le coin. Le petit garçon jeta ses bras autour du vieil homme aux cheveux blancs et lui parla avec enthousiasme d'un nouveau dessin qu'il avait fait à l'école. Et Harold rit, du rire chaleureux d'un grand-père qui se sentait comblé à leur côté. Luca resta silencieux, mais le coin de sa bouche se releva légèrement tandis qu'il observait la scène, et Grace sourit pour la première fois depuis longtemps, se sentant comme si elle avait trouvé sa place, comme si elle appartenait à une famille, même si cette famille s'était formée de la manière la plus étrange qui soit. 1 an après cette nuit fatidique et orageuse, Grace Mitchell conduisait sa nouvelle voiture sur la route familière qui la ramenait chez elle. Ce n'était plus la vieille Honda Civic de 2008, mais une Toyota Camry qu'elle avait achetée avec ses économies durement gagnées. Oliver était assis à l'arrière, complètement absorbé, griffonnant des dessins dans le petit carnet que grand-père Harold lui avait donné. Dehors, le ciel de Chicago était en train de changer. Des nuages sombres arrivaient du lac Michigan et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. D'abord légères, puis de plus en plus fortes, Grace activa les essuie-glaces et se souvint de la nuit, 1 an plus tôt, où elle s'était arrêtée pour aider un vieil homme étrange.
Elle n'aurait jamais imaginé qu'un petit choix allait changer toute sa vie. La tempête arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. La pluie tombait à verse, le vent soufflait en rafales violentes. La visibilité était réduite à quelques mètres seulement. Grace ralentit, guidant prudemment la voiture sur la route glissante. Et puis elle le vit. Devant elle, sur le bas-côté, une petite voiture était garée de travers, ses feux de détresse clignotant. À côté, une jeune femme, probablement dans la vingtaine, se blottissait sous la pluie. Une main agrippée aux côtés de la voiture, l'autre tenant son téléphone en l'air comme pour essayer de capter un signal. Cette image lui était douloureusement familière. « Maman, il y a quelqu'un qui se tient sous la pluie. » La voix d'Oliver retentit depuis le siège arrière. Grace jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit les yeux bleus de son fils fixés sur la scène à l'extérieur, le visage empreint d'inquiétude. Elle sourit, mit son clignotant et se gara sur le bas-côté. Elle baissa sa vitre à moitié. La pluie s'engouffra immédiatement dans l'habitacle, mais elle s'en moquait. « Ça va ?» cria-t-elle, sa voix luttant pour couvrir le rugissement de la tempête. La jeune femme se retourna, le visage trempé, et il était difficile de distinguer la pluie des larmes. « Ma voiture est en panne, » dit la femme, la voix tremblante de froid et de peur. « Il n'y a pas de signal. Je ne sais pas quoi faire. » Grace ouvrit sa portière. « Montez, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Personne ne devrait rester seul sous la pluie. La jeune femme la regarda, surprise et reconnaissante à la fois. Elle se précipita, ouvrit la porte passager et se glissa à l'intérieur, l'eau ruisselant de ses vêtements sur le siège en cuir. Mais Grace ne s'en souciait pas du tout. « Merci, » murmura la jeune femme, la voix chargée d'émotion. « Je pensais que j'allais passer toute la nuit dehors. Pourquoi vous êtes-vous arrêté pour m'aider? N'aviez-vous pas peur que je sois dangereuse? » Grace sourit, se souvenant de la même question que Harold lui avait posée 1 an auparavant. « Ma mère disait souvent, quand tu aides quelqu'un, tu ne sais pas qui tu aides. C'est peut-être un ange qui teste ton cœur. » Elle regarda la jeune femme avec une douceur tranquille. « Et qui que tu sois, je ne peux pas laisser quelqu'un dans le besoin. » Depuis la banquette arrière, Oliver se pencha vers elle. « Maman, tu es comme grand-père Harold, n'est-ce pas? C'est quelqu'un que tu as sauvé, toi aussi. » Grace se tourna vers lui, le cœur réchauffé par l'éclat de ses yeux. « C'est vrai, mon chéri. Et peut-être qu'un jour, cette jeune femme s'arrêtera pour aider quelqu'un d'autre. La gentillesse se propage. Chéri. » Oliver acquiesça, l'air pensif, le visage marqué par la réflexion. « Maman, donc si j'aide un ami à l'école, puis que cet ami aide quelqu'un d'autre, puis que cette personne aide une autre personne, la gentillesse fait-elle le tour du monde? » Grace sentit ses yeux picoter. Elle regarda son fils dans le rétroviseur et acquiesça. « Oui, mon chéri, la gentillesse est un cercle. Elle continue de tourner encore, et un jour, elle nous revient d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Tout comme ta maman a aidé grand-père Harold, puis grand-père Harold et oncle Luca ont aidé ta maman. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur de la petite voiture, 3 personnes traversaient ensemble la tempête. Et Grace savait que le cercle de gentillesse continuerait de tourner. L'histoire de Grace Mitchell n'est pas seulement celle d'une mère célibataire sauvée du précipice. C'est l'histoire de la façon dont un geste aussi simple que s'arrêter pour aider un inconnu sous la pluie peut changer toute une vie. Dans un monde de plus en plus pressé et froid, il est facile d'oublier que les gens ont toujours besoin des autres, que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force. Grace a rappelé à Harold des valeurs qu'il avait oubliées. Harold et Luca ont ouvert une nouvelle porte à Grace. Et Oliver, ce petit garçon, a appris la leçon la plus importante de toutes. Aider les autres ne nécessite ni raison ni récompense, seulement un cœur qui sait aimer. Le cercle de la gentillesse continue de tourner. Et cela peut commencer avec vous. Si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Grace, Harold, Luca et du petit Oliver. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, tous ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre une belle histoire sur la gentillesse et l'espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles histoires émouvantes chaque jour. Nous aimerions vraiment connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Vous a-t-elle rappelé quelqu'un dans votre vie réelle?
Quelqu'un vous a-t-il déjà aidé lors d'une mauvaise journée? Ou vous êtes-vous déjà arrêté pour aider un inconnu? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire, car votre histoire mérite d'être entendue. Enfin, nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une bonne santé, une vie joyeuse, la paix et le bonheur au quotidien. N'oubliez pas que la gentillesse que vous offrez aujourd'hui peut être la lumière qui guidera quelqu'un dans sa nuit la plus sombre. Merci d'être avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.